Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Signature d'un accord d'exemption de visa entre l'Angola et Sao Tomé et Principe. Un accord signé ce 21 décembre par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Les deux États entendent ainsi renforcer leur coopération bilatérale. La Centrafrique confrontée au défi du redressement économique, plusieurs projets de développement sont mis en œuvre pour désenclaver le territoire national, des projets qui concernent notamment la construction d'infrastructures. Et enfin, les recettes minières pour relancer l'économie, c'est la solution du président zambien Edgar Lungu pour faire face au lourd déficit de la Zambie, déficit aggravé par la crise sanitaire. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, incompréhension au Mali après plusieurs arrestations effectuées par la Direction générale des services de l'État. Plusieurs personnalités issues non seulement des hautes sphères du pouvoir mais aussi du monde médiatique ont effectivement été arrêtées ces derniers jours. Parmi elles, le secrétaire général de la présidence de la République, Sékou Traoré, ou encore le chroniqueur radio Mohamed Youssouf Batili, également connu sous le nom de Razbat. Le mystère reste entier puisqu'aucune explication officielle n'a été livrée par les autorités malienne. Certaines sources parlent de tentatives de déstabilisation de la transition et associent l'ancien Premier ministre Boubou Cissé à ce projet, une implication présumée fermement démentie par l'ancien chef du gouvernement. L'Angola et Sao Tomé et Principe renforcent leur coopération bilatérale. Les deux pays ont signé le 21 décembre un accord d'exemption de visa, un accord qualifié d'historique par la ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé et Principe, Edith Tenroy. Les précisions de Nelly Claude Bessard. Les Angolais et les Santoméens peuvent désormais voyager dans les deux pays sans avoir besoin de visa. Ceci en vertu de l'accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, de service et ordinaires signé le 21 décembre 2020 entre l'Angola et Sao Tomé et Principe. L'accord paraphé par le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, Edith Temroy, a contribué à renforcer la coopération existante entre ces deux pays qui, de l'avis de ces diplomates, ont écrit une nouvelle page en lettres d'or de l'histoire des liens existants. L'accord d'exemption de visa entre Sao Tomé et Principe ainsi que l'Angola est un accord qui marque un pas très important pour beaucoup de pays africains parce que la prospérité économique passe d'abord par la libre circulation des personnes et des biens. Donc l'Angola ainsi que Sao Tomé et Principe viennent de franchir un grand pas qui est un exemple à suivre pour beaucoup de pays, d'autant plus que ces deux pays sont des pays appartenant à la même zone linguistique. L'accord qui vise à faciliter la mobilité des personnes entre les deux pays est un nouvel axe de coopération. En effet, les deux pays qui coopèrent dans les domaines politiques, diplomatiques et économiques sont membres de la communauté des pays de langue portugaise et des pays africains de la langue portugaise. Cet accord qui part d'une base linguistique peut être un modèle qu'on peut exporter au niveau des zones économiques sous-régionales, notamment la SADC, la CEEAC, la CEDEAO, pour arriver à supprimer les visas entre les pays africains, aboutir à un modèle d'intégration économique qui peut donner des résultats positifs, notamment sur le plan touristique. L'Angola et Sao Tomé et Principe entretiennent des relations fraternelles et une coopération politico-diplomatique depuis plus de 40 ans. Un an de plus pour la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le 18 décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a en effet adopté une résolution en vue de proroger le mandat de la MONUSCO, et ce jusqu'au 20 décembre 2021. Les Nations Unies travaillent par ailleurs sur un retrait, je cite, progressif, responsable et durable de ces casques bleus. Nelly Claude Bessard. Poursuite de la mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'organisme international a prolongé jusqu'au 20 décembre 2021 le mandat de la mission de casque bleu en République démocratique du Congo, MONUSCO. Durant ce nouveau mandat, les effectifs en uniforme de la MONUSCO sont de 14 000 membres du personnel militaire, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1050 membres des unités de police constituées. Un déploiement temporaire d'un maximum de 360 membres d'unités de police constituées est également autorisé à condition qu'ils soient déployés en remplacement du personnel militaire.
Tant que la RDC va toujours regorger ses richesses minières avec une absence véritable de politique de distribution de richesses, développement local, je crois que ce pays ne puisse pas avoir une stabilité pendant encore de nombreuses années. Donc il est donc urgent aujourd'hui pour les Nations Unies de préparer la relève en permettant des troupes de l'Union africaine de pouvoir gérer cette transition et par la suite, la sécurité et la souveraineté viendra effectivement aux forces armées congolaises. La raison principale. En dépit de la prolongation de la MONUSCO, les Nations Unies prévoient également amorcer un désengagement en République démocratique du Congo. En effet, le Conseil de sécurité de l'ONU avalise les retraits prévus au Kasaï en 2021 et au Tanganyika en 2022, ainsi que la consolidation progressive de l'empreinte de la MONUSCO dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que l'Ituri, où le conflit actif persiste. Le retrait se fera de manière progressive et vise à confier les responsabilités des casques bleus aux forces congolaises. C'est donc important pour cette mission de pouvoir alors orienter son mandat en aidant la RDC en termes de renforcement des capacités pour que nous puissions avoir une bonne politique de décentralisation, une bonne politique économique en luttant contre les inégalités évidemment sociales, en essayant alors de renforcer l'équité dans la redistribution des richesses minières pour que ce pays sorte alors de ce conflit qui l'a fortement affaibli. Présente en République démocratique du Congo depuis 20 ans, la mission de l'ONU est une mission de maintien de la paix dont le principal rôle est de protéger les civils congolais et appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions étatiques du pays ainsi que les principales réformes en matière de gouvernance et de sécurité. Ébranlée par plusieurs années de conflits, la Centrafrique tente aujourd'hui de se relever. Parmi les différents projets de développement mis en œuvre, la priorité est donnée au désenclavement du territoire national avec notamment la construction d'infrastructures, un point fondamental non seulement pour relancer l'économie mais aussi pour renforcer la cohésion sociale à Ménéji. En Centrafrique, l'élection présidentielle s'annonce le 27 décembre prochain avec un éventuel second tour le 14 février 2021. De même que l'amélioration du contexte politique représente une opportunité de s'engager vers la réconciliation nationale après la guerre civile, la bonne gouvernance inclut l'appui à la réhabilitation, la construction ainsi que l'entretien des infrastructures pour un meilleur accès aux zones enclavées. Le manque de politique agricole ou la difficulté de mise en œuvre d'une telle politique ont empêché ce pays au grand potentiel qui a excessivement des terres arables de profiter pleinement de l'agriculture et même de profiter du secteur minier pour un pays qui a beaucoup de ressources minérales. Le pays est donc confronté non seulement aux problèmes d'enclavement, aux problèmes liés au pays de l'Interland, mais aussi aux problèmes d'acheminement des vivres et des exportations. Donc, ce qui fait que le pays est très dépendant de ses voisins. C'est normal parce que c'est un pays de l'Interland, mais le pays n'a pas d'infrastructure pour accompagner cette dépendance. Les infrastructures et services de transport de la République centrafricaine sont au cœur des enjeux de développement. En 2020, la CEMAC a procédé à une levée de 4 milliards d'euros destinée à une douzaine de programmes. Plus de 253 millions d'euros ont également été investis via un fonds multibailleur européen, BECU, en 2019 pour des projets de désenclavement, d'agriculture, de santé et de cohésion sociale. Sans paix et sans sérénité, le pays ne peut pas mettre en œuvre un programme de désenclavement assez adapté sur ses besoins. Ensuite, le pays aura besoin d'énergie. L'énergie pour transformer les denrées agricoles, pour mettre en œuvre des chaînes de valeur, pour profiter un jour, comme les autres pays, de façon légitime, à la zone de libre-échange continentale. Avec l'Agence française de développement, 89 millions d'euros ont été engagés sur la période 2008-2016, 46 projets financés en 10 ans et 8 autres en cours. La relance économique est aussi une des priorités du président zambien Edgar Lungu. Le chef de l'État a en effet déclaré vouloir, je cite, « assumer une participation significative dans certains actifs miniers », une solution qui semble être privilégiée pour faire face à l'endettement considérable auquel est confrontée la Zambie. Aïssatou Bari. En Zambie, plusieurs mines de cuivre et d'or pourraient bientôt entrer dans le giron de l'État. Une décision qui entre dans le cadre du programme de relance 2020-2023 visant à aider le pays à remonter la pente après la Covid-19.
Le programme cherche également à restaurer la stabilité macroéconomique, à atteindre la viabilité budgétaire et de la dette et à sauvegarder la protection sociale. Le fait de posséder des intérêts dans certaines mines stratégiques donne à l'État le levier nécessaire pour utiliser les ressources minérales au profit de la nation. Il ne s'agit pas d'une nationalisation des mines, au contraire, c'est l'État qui acquiert des participations majoritaires dans certaines mines. Très dépendante du cuivre, dont le prix a été touché par la pandémie du coronavirus, la Zambie a vu sa dette extérieure grimper à près de 12 milliards de dollars. En octobre, le pays a manqué un paiement clé dû sur les intérêts d'une obligation, ce qui a incité l'agence de notation SCP à déclarer le pays en défaut. La décision du président Lungu est tout à fait compréhensible, mais elle est difficile à appliquer dans les conditions qui sont les nôtres. Donc je pense que la solution à ce problème, c'est que le président de la Zambie, qui puisse approcher les opérateurs du secteur minier, qu'ils puissent négocier autour d'une table et qu'ils puissent convenir d'un code minier qui permet à l'État de disposer des ressources suffisantes. Les impôts et redevances minières ne suffisent plus pour faire face aux dépenses. En novembre 2020, une période de grâce a pris fin pour le paiement d'un eurobond de 750 millions de dollars qui devait expirer en 2022. Le non-respect de ces obligations pourrait déclarer officiellement la Zambie en défaut. Les commerçants à l'épreuve du coronavirus au Congo. Fin novembre dernier, les autorités ont reconduit l'état d'urgence sanitaire et ce pour la 12e fois consécutive. Une mesure qui s'accompagne d'un couvre-feu fixé non plus à 23h mais à 20h les week-ends et les jours fériés. De quoi susciter, vous le verrez, l'inquiétude des petits commerçants. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. Nous sommes en juin 2020 et Oliviane, propriétaire du restaurant Miam, se prépare à accueillir de nouveau les clients après 3 mois de fermeture. Mais selon la jeune entrepreneur, cela n'a pas été facile et remonter la pente ainsi que les pertes réalisées exigent plus de patience. Notre chiffre d'affaires qui avait pris un coup, donc 3 mois, 100 personnes, tout le monde est cloîtré chez lui, c'est une perte mais vraiment à un niveau inestimable. La reprise a été quelque peu timide au regard déjà de la période qui a été choisie. La date du 23 est une date, grand nombre de personnes n'ont plus assez d'argent pour se faire plaisir. Après la réouverture des restaurants, bars, hôtels, de la reprise des transports en commun, l'État congolais a ramené le couvre-feu de 23h à 5h du matin alors que celui-ci débutait à 20h. Le 19 novembre 2020, la décision du Comité national de riposte au coronavirus a revu de nouveau l'heure du couvre-feu qui s'exécute à partir de 20h le week-end et les jours fériés, des moments opportuns pour glaner des bonnes recettes. Le Congo est un pays vraiment un peu compliqué parce que je pense que les jours ordinaires comme les samedis, dimanches, c'est les jours où les gens veulent se détendre. Après une longue semaine de travail, veulent passer du temps. Et c'est le jour où on fait notre chiffre d'affaires. On nous prive des bonnes recettes qu'on fait toujours. Mais comme je vous ai dit, il nous reste seulement à mettre les clés sur les portes. Le Fonds national de solidarité, créé pour répondre d'urgence à l'impact négatif de la Covid-19, sous la forme d'un compte spécial du Trésor public, bénéficiait d'une inscription budgétaire de 100 milliards de francs CFA, dont 50 milliards immédiatement mobilisables. Mais à ce jour, les 40 milliards destinés à soutenir les entreprises des secteurs formels et informels n'ont pas encore été affectés aux bénéficiaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.